Moi, je ne suis pas le représentant de Napoléon sur Terre. En revanche, j'ai un métier qui fait que si j'ai un tout petit peu d'ambition et un peu d'amour pour ma matière, je ne peux pas laisser dire les choses n'importe comment, dans le mauvais sens. Comme je dis toujours, il ne faut pas être pour Napoléon. Il faut être, si on est historien, il faut étudier, expliquer, mettre en contexte, essayer de faire passer l'information, mais pas être ni pour ni contre d'ailleurs, puisque autant que c'est possible, on doit rester quand même assez neutre, assez froid par rapport à son sujet. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux ainsi que ceux de la rédaction pour l'année 2022. J'espère que vous serez fidèles à Contrepoint à la fois sur le web et dans nos podcasts. J'en profite aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça me fait évidemment très plaisir et nous continuons à faire le maximum pour vous fournir des épisodes de qualité. Aujourd'hui, je reçois Thierry Lenz, historien, directeur de la Fondation Napoléon, donc un des grands spécialistes français de l'histoire de l'Empire, même si ce n'est pas son seul sujet d'étude. Thierry Lenz, d'ailleurs, que vous connaissez forcément, puisque vous l'avez vu lors de nombreux documentaires qui passent à la télévision consacrés à Napoléon et où il est en général un des invités absolument incontournables. Avec mon invité, je parle aujourd'hui d'un de ses récents ouvrages qui s'appelle Pour Napoléon, sorti à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène en 1821. Et dans cet ouvrage, l'auteur a voulu répondre librement aux attaques qui sont faites contre le personnage de Napoléon, qui parfois sont justifiées, mais souvent sont assez grossièrement exagérées, mal informées, ou en tout cas interprétées d'une manière assez intellectuellement malhonnête. J'ai beaucoup apprécié la lecture de cet ouvrage. Moi-même, je ne suis pas du tout un fan de Napoléon, et d'ailleurs, lui non plus, il rappelle à juste titre que c'est pas parce qu'il est directeur de la Fondation Napoléon qu'il crie « Vive l'empereur » tous les jours pour se rassurer. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surpris à la lecture de cet ouvrage par un aspect plus équilibré, on va dire, que ce à quoi je m'attendais. Donc ce livre nous invite à une vision peut-être moins idéologique, plus historiquement informée et forcément plus nuancée de ce personnage qui forcément nous touche tous. Thierry Lenz nous a fait le plaisir et l'honneur de nous recevoir dans son bureau à la Fondation Napoléon à Paris le 29 novembre 2021. J'espère que cet entretien vous plaira et je vous retrouve juste après l'épisode. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans cette émission. Alors vous êtes connu essentiellement pour être un historien de Napoléon, mais tout de suite, alors c'est une sorte de réductio ad Napoleum qui, je suppose, ne vous conviendrait pas toujours. Alors le mieux, c'est peut-être de vous laisser vous présenter et présenter aux auditeurs votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir un historien, entre guillemets, de Napoléon ? Écoutez, je n'étais pas destiné à être historien de Napoléon, puisque ma formation est juridique. J'ai commencé par enseigner le droit et l'histoire du droit dans des facs de droit. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers le secteur privé. J'ai travaillé 13 ans dans une filiale du groupe Bouygues, avant d'être recruté comme directeur par la Fondation Napoléon au début des années 2000, parce que entre-temps, entre ma formation initiale et mon arrivée ici, j'avais déjà commencé à travailler sur les sujets napoléoniens et même à écrire plusieurs livres sur des thèmes concernant le consulat et l'Empire. Est-ce que c'est le droit qui vous a amené à l'histoire, ou est-ce que l'histoire était une passion, puis ça a rejoint en quelque sorte le droit ? Comme beaucoup de gens de ma génération, j'étais passionné par l'histoire, mais déjà à l'époque, les débouchés étaient peu nombreux. Puis moi, j'étais dans une ville de province, donc avec très peu de contact avec les grands historiens. Donc j'ai opté d'abord pour le droit, ce que j'ai d'ailleurs pas regretté du tout. Et puis, comme ma vraie passion, presque mon hobby, était l'histoire, voilà, je me suis lancé un petit peu dans cette matière-là où, finalement, j'ai abandonné le droit et comme on a coutume de dire que le droit mène à tout à condition d'en sortir, j'en suis donc sorti. Oui, effectivement, on voit pas immédiatement le lien entre droit et histoire, mais effectivement, le droit, je pense que c'est le type de formation qui forme un esprit, et puis ça n'empêche pas de faire autre chose, pas de la même manière que des tas d'économistes font autre chose après. Oui, vous le savez mieux que moi, le droit est une des rares matières que l'on commence à étudier en étudiant son histoire.
Et donc forcément, j'ai été assez satisfait de mes premières années d'études juridiques. Et puis, je dirais que cette formation en droit m'a peut-être donné une façon d'écrire sur le sujet, une façon de chercher sur le sujet qui est un petit peu originale par rapport aux historiens exclusivement formés en histoire. D'accord. J'ai cru voir dans votre livre que vous étiez originaire de Luxembourg et vous m'avez parlé d'une ville de province. Oui, alors je suis en fait originaire de Metz. Je suis né à Metz, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Et puis mes ascendants sont luxembourgeois. Donc j'utilisais en fait cette expression luxembourgeois d'origine pour ce qui me concernait, pour signaler que mes ancêtres n'avaient rien à voir avec la traite négrière, puisqu'ils avaient vu la mer pour la première fois dans les années 1950. Voilà une bonne transition vers le thème qui va nous occuper principalement aujourd'hui. J'ai sous les yeux votre livre qui s'appelle Pour Napoléon, paru en 2021. C'est bien ça ? Oui. Chez Perrin. Alors, je signale aux auditeurs que c'est un ouvrage d'abord très accessible, très agréable à lire et très personnel aussi, puisque vous avez, si on regarde votre bibliographie, j'en donnerai quelques extraits en description de l'épisode, vous avez déjà écrit sur à peu près tout ce qui concerne la période de l'Empire et le personnage de Napoléon. Mais cet ouvrage a un contexte bien particulier. Et d'abord, j'aimerais que vous me racontiez l'inception de l'ouvrage. Il est né d'une réunion concernant des manifestations mémoriel de Napoléon. Est-ce que vous pouvez nous narrer l'anecdote qui est dans le livre ? Oui, parce qu'en fait, comme je dis toujours, il ne faut pas être pour Napoléon. Il faut être, si on est historien, il faut étudier, expliquer, mettre en contexte, essayer de faire passer l'information, mais pas être ni pour ni contre d'ailleurs, puisque autant que c'est possible, on doit rester quand même assez neutre, assez froid par rapport à son sujet. Alors ce livre est né, comme vous le disiez, d'une réunion dans un très grand organisme national qui préparait une très grande exposition au nord de Paris sur Napoléon. Il y avait là une quarantaine de personnes, conservateurs de musées, historiens, hauts fonctionnaires, etc., où c'était la première fois qu'on discutait de cette future exposition. Et tout le monde était très enthousiaste. Les conservateurs de musées promettaient de prêter leurs trésors, ce qu'ils ne font jamais et ce qu'ils ont d'ailleurs fini par ne pas faire. Les historiens étaient heureux qu'on prenne en compte leurs travaux. Les marchands de produits dérivés se frottaient les mains. Et puis, tout à coup, un haut fonctionnaire a levé la main en disant écoutez, bien sûr, tout ça c'est très gentil, mais il faudra faire une place au rétablissement de l'esclavage, aux morts des guerres, au statut de la femme et que sais-je encore. Et moi, du tac au tac, je lui ai répondu écoutez, en plus, vous venez de trouver le titre de l'exposition, ça va s'appeler Contre Napoléon. Et puis finalement, de Contre Napoléon, j'ai fait ce petit essai qui s'appelle Pour Napoléon, parce que d'abord, je voulais un petit peu choquer les gens. Au moment des grandes commémorations, on a toujours des gens qui écrivent contre, il y a toujours des gens qui sont pas contents, il y a toujours des gens qui veulent nous empêcher d'être heureux. En revanche, le contenu était plus, on va dire, moins militant, parce que moi je ne suis pas un militant de la cause napoléonienne, je voulais juste expliquer des choses. Oui, mais tout à fait, que le lecteur ne se fie pas uniquement au titre, puisque vous écrivez pour Napoléon, mais en revanche, vous décrivez très bien dans le livre votre propre position par rapport au personnage qui est au centre de vos travaux, et vous dites, non seulement vous n'êtes pas spécialement pour, mais ni spécialement contre, et on n'a pas d'ailleurs à forcément être pour ou contre, et vous faites un travail d'historien qui est justement le moins militant possible. Mais j'ai l'impression que c'est presque par réaction à des militants dans l'autre sens que vous êtes obligé d'être un peu de vous faire un peu l'avocat de Napoléon, parce que les autres ont un peu tendance alors j'allais dire à tirer sur l'ambulance, c'est une très mauvaise expression, mais en tout cas à s'en donner à cœur joie sur ce personnage. Le livre aurait pu tout aussi bien s'appeler Pour l'histoire, parce que en fait moi j'ai centré sur ma spécialité, mais c'est vrai aussi que aujourd'hui, alors même que
que le grand public est passionné d'histoire. Je dis pas qu'il est cultivé, qu'il connaît tout, etc. Mais enfin, ça intéresse les gens de connaître leur passé, etc. Quelle que soit leur classe sociale, leur race, que sais-je encore. Et cette histoire, elle est malmenée d'abord par des gens qui l'ignorent, qui ne l'ont jamais travaillé, qui n'y connaissent rien, mais qui pensent qu'avec quelques slogans, on peut résumer l'histoire des siècles. Voilà, alors ça m'agace particulièrement. Alors c'est vrai bien sûr des militants, mais au fond les militants, c'est les militants racialistes, les militants hyper féministes, etc. Ça c'est leur boulot. Ça m'agace énormément de la part de gens qui croient, parce qu'on leur donne un micro, parce qu'on les passe sur un écran, qui croient pouvoir dire n'importe quoi, et qui par ailleurs, lorsqu'on les contredit, dans le meilleur des cas, vous dites c'est trop compliqué, et vous disent c'est trop compliqué pour nos éditeurs, et dans le pire des cas, considèrent que c'est vous qui racontez des bêtises, mais que eux savent par définition. Oui, c'est vrai que de la part des professionnels de l'indignation, des causes que vous avez citées, on n'attendrait pas autre chose. Mais là où c'est plus surprenant, c'est quand ça touche les décideurs politiques. Et vous racontez notamment dans le livre que ça ne date pas de ce qu'on appelle parfois le wokisme ou le postmodernisme en 2021. Dès 2005, sous Jacques Chirac, c'était déjà les premières lâchetés. En tout cas, les premières lâchetés de ce niveau-là. Et vous étiez déjà à ce moment-là, comment dire, puisque vous étiez déjà à la Fondation de Napoléon, vous avez vécu cette évolution. Donc ça a suivi une pente, comment dire, on a de plus en plus dénigré Napoléon depuis 2005 ? Oui, alors bon, on l'a toujours critiqué, on l'a toujours dénigré, mais enfin jusqu'à présent, ça restait quand même un débat dans lequel les facteurs historiques avaient de l'importance et où ça n'était pas l'anachronisme qui dirigeait la réflexion. Là, depuis, alors 2005 a été un événement particulier dont tout le monde, en tout cas les gens un peu informés, parlent encore. C'est l'annulation de toutes les célébrations de la bataille d'Austerlitz par Jacques Chirac. C'était vraiment le fait du prince, hein, parce que moi j'étais un petit peu mêlé à l'organisation de ce bicentenaire. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient prévus, dont une grande exposition franco-austro-russo-tchèque au musée de l'armée qui a été purement et simplement annulée. Comme je le signale dans le livre, la Fondation Napoléon avait beaucoup subventionné cet événement. Elle n'a jamais été remboursée, évidemment, de son investissement. Les mécènes n'ont jamais revu leur argent. Les mécènes n'ont jamais revu leur argent. Il a été englouti dans le tonneau des Danaïdes des finances publiques. Et puis, c'était un événement qui a, en même temps, permis à un certain nombre de militants d'apparaître, de prétendre qu'on avait annulé le bicentenaire grâce à leurs travaux. J'ai mis d'énormes guillemets à travaux, notamment sur le génocide des Noirs, etc. Oui, je l'ai découvert en lisant votre livre, mais on reviendra peut-être sur ce point précis lorsqu'on parlera du rétablissement de l'esclavage, parce que ça, vous n'y échapperez pas. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est, comment dire, cet événement a été l'occasion de ressortir oui, voilà, n'importe quoi. Oui, alors et surtout, ce que j'avais constaté à l'époque, c'était que nous autres historiens, enfin entre guillemets, n'étions pas intervenus dans le débat. C'est-à-dire qu'on était restés en dehors de ça, en disant bon, ça, ce sont les débats de la politique, de la société civile, etc. On est quand même beaucoup plus à l'aise dans notre cabinet de travail. On travaille comme ça, là, vous voyez, comme des petits vieux scrognonieux avec notre plaid sur les épaules, on va pas se mêler de ces débats-là. Et en fait, en ne le faisant pas, nous avons laissé la porte ouverte à une espèce de grand remplacement, si je puis dire, c'est-à-dire le remplacement de l'histoire comme étant une discipline de savoir, de connaissance, par une histoire moyenne, une histoire faite de slogans, de revendications, etc. Le tout sous l'œil indifférent et l'esprit lâche d'une classe politique qui, évidemment, en même temps n'a pas été inventé par M. Macron, il existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, l'expression que vous employez m'a beaucoup parlé. Vous dites, c'est même pas qu'ils veulent plaire à tout le monde, c'est qu'ils veulent déplaire à personne. Voilà, c'est encore pire, je trouve. Bien sûr.
Écoutez, pour les fréquenter un tout petit peu, mais pas assidûment, tous ces hommes politiques, en tout cas ceux que je rencontre, ils sont tous plus ou moins passionnés par l'histoire, par Napoléon, etc. Alors, je n'ai pas dit non plus que c'était des spécialistes, mais enfin, voilà. À titre privé, ils ont rien contre, mais alors, dès qu'il s'agit de leur personnage public, là, on fuit le moindre risque, la moindre... Comme je dis à un moment, à croire qu'ils lisent des livres sur Napoléon sous leur couette avec une lampe de poche, quoi, pour surtout que ça ne se sache pas. Alors, il y a des exceptions notables. Dominique de Villepin est celle qui est la plus connue, mais par exemple Jean-François Copé émaille ses interventions publiques de citations de Napoléon, etc. Ce sont les deux rares qui avouent non seulement une passion pour l'histoire napoléonienne, mais en même temps l'histoire napoléonienne peut-être comme une référence de l'action. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'année 2021 et les commémorations associées, puisqu'on est donc dans l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Déjà, est-ce que cette année s'est déroulée à peu près comme c'était prévu, malgré les chamboulements liés au Covid, et d'un point de vue ensuite historiographique et mémoriel, est-ce que justement ça a été marqué par ce que vous redoutiez, c'est-à-dire une politisation très forte ? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est est-ce que ce bicentenaire a été réussi ou pas ? Alors moi, j'ai tendance à dire que oui, il a été réussi. D'abord, certes, tout a été perturbé par le Covid, mais bon, globalement, les événements prévus ont eu lieu, parfois avec un petit peu de retard. On a vu la librairie s'enflammer sur Napoléon. Il y a 70 livres à peu près qui ont été publiés cette année, qui ont fait des ventes parfois assez importantes. Les numéros spéciaux de magazines, les podcasts, y compris la radio publique a fait d'excellents podcasts sur Napoléon, et puis les réseaux sociaux qui ont été très 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 actifs. La Fondation Napoléon a une très vieille expérience des réseaux sociaux, donc on a pu en profiter. Et nous avons des chiffres de fréquentation qui sont 3 fois, 4 fois ceux que nous avons habituellement. Donc globalement, le bicentenaire a été réussi. Je dirais que c'était un bicentenaire voulu par le bas. C'est-à-dire que nous avons recensé à peu près 500 événements en France qui vont de la petite commémoration locale à l'exposition de la Villette, par exemple, qui représentent donc des investissements personnels assez nombreux et puis beaucoup de public. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que les Français s'intéressent encore beaucoup, se passionnent même pour l'époque de Napoléon et pour le personnage de Napoléon, et vous dites c'est presque ça qui fait d'autant plus enrager ces détracteurs invétérés. Oui, je ne sais plus quel auteur je cite à un moment qui dit mais tous ces gens-là sont terrorisés et rendus amers par l'idée qu'il y ait quelqu'un qui puisse être heureux quelque part. Voilà. Alors c'est Mencken. Voilà, ouais. Alors il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens, et je vois pas pourquoi on les laisserait pas aimer ça, voilà. Qu'après il y ait des débats historiques, etc., c'est un autre sujet. Mais alors, ce bicentenaire par le bas, pour terminer, il a, je pense, fait pression sur les autorités de l'État pour que le bicentenaire soit célébré d'une certaine façon. Et c'est la présence du président de la République aux cérémonies du 5 mai. Je pense, bien que ne le connaissant pas, ne l'ayant jamais rencontré, je pense que M. Macron avait l'intention de toujours d'intervenir au moment du bicentenaire de Napoléon. Simplement, il a quand même d'autres sujets à penser dans les mois qui précèdent, et les cabinets et tous les grands malins du ministère de la Culture se sont évertués à essayer de le convaincre de ne rien faire. Bon. Vous pensez que c'était pour ne pas abîmer son image ? Non, c'était tout simplement parce qu'ils sont soumis. Parce qu'ils sont soumis, parce que les cabinets aujourd'hui, et notamment au plus haut niveau, sont composés de jeunes gens qui n'ont absolument aucune expérience du peuple, qui n'ont même pas d'expérience administrative dans la plupart des cas. Et qui fréquentent peut-être un peu trop les réseaux sociaux et donc sont peut-être trop focalisés sur les indignations. Oui, et puis finalement, on m'enlèvera pas de l'idée que c'est pas un hasard quand même que toute cette engeance se retrouve aux affaires. Il y a peut-être un projet qu'on ignore qui se développe là-dessus. Le néo-progressisme, on va appeler ça comme ça pour simplifier les choses. Et donc, après ces luttes de cabinet, au fond, le président de la République a participé à 2 événements. Alors, il a fait un très beau discours sur Napoléon à l'Institut. Il est ensuite allé déposer une gerbe sur le tombeau de Napoléon. Il a légèrement incliné la tête parce que plus ça aurait été très mal vécu. Voilà. Et c'est ce qui restera, au fond, c'est son discours.
Et le discours était un discours que j'aurais pu écrire moi-même, avec beaucoup moins de, bien sûr, de doigté et de génie que les conseillers du président de la République. Mais enfin, bon, voilà. Globalement, donc, ce bicentenaire s'est bien passé. Il a concerné beaucoup de gens. Ça, c'est la première partie, on va dire, la constatation du volume, si l'on veut. Hein. Oui. Et puis, il y a l'autre partie de votre question, c'est est-ce qu'il a été gêné par les polémiques ? Je crois que non, parce que les polémiques qui ont commencé très très fort aux alentours du mois de février se sont éteintes tout de suite parce que, et pardonnez-moi de le dire, et n'y voyez pas de vanité ou de jactance, parce que les historiens de Napoléon se sont mobilisés pour expliquer ce qu'était leur matière, etc. Et expliquer, faut-il encore le redire, et ça n'est pas justifié, ça n'est pas adhéré. C'est remettre en contexte, c'est ça, c'est voilà. de ne pas faire de téléologie, ce qu'on fait tous. Alors, limite, j'ai envie de dire, nous, quand on en fait, on en a conscience, mais il y a des gens qui jugent l'époque napoléonienne comme si on avait les standards d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, vous savez, c'est vrai pour Napoléon, c'est vrai pour Colbert, qui a été un petit peu visé aussi, ça va être vrai pour tout le monde. Et je dirais qu'au fond, on pourrait aussi reprocher à l'homme de Cro-Magnon de s'être trop consacré à la maîtrise du feu et pas assez à la création de la Troisième République. Vous voyez, bon... Oui, non, bien sûr. Mais de manière générale, ça, c'est vrai que ça s'inscrit, je pense, mais je fais une petite parenthèse, c'est une réflexion plus personnelle, mais dans un mouvement général qui voudrait reprocher à l'homme son succès en tout, c'est-à-dire son succès contre la nature, son succès contre d'autres groupes d'humains, etc. Or, en plus, c'est pas forcément que je me réjouisse qu'on domine à ce point la nature, qu'on puisse la détruire ou qu'on puisse gagner des guerres ou autre chose, mais simplement, voilà, quand on est historien, on regarde l'histoire, ça fait partie des choses qu'on constate, et de même qu'on n'a pas forcément à les glorifier, on n'a pas forcément à les juger. Oui, écoutez, je voudrais citer ici, parce qu'il y a une phrase qui m'avait toujours beaucoup amusé, elle est de Éric Dupond-Moretti, qui a écrit un livre au début où il était ministre. C'était un livre, une préface pour un livre sur la chasse, parce que je crois qu'il aime bien la chasse, etc. Et puis, à un moment donné, il écrit la chose suivante. J'aime beaucoup le poisson rouge qui tourne chez moi dans son bocal, mais je ne suis pas son frère. Voilà, et je crois que cette expression me plaît beaucoup parce que effectivement, ce que vous disiez, on va reprocher quasiment à l'homme d'exister, et puis on va nier que au fond l'homme s'est toujours battu aussi un petit peu pour sa survie. C'est vrai que son succès fait qu'il n'a plus fait attention au reste, mais voilà, hein, je veux dire, moi je considère que tout n'est pas écrit dans le wokisme, dans l'hyperféminisme, etc. On a quand même encore bien le droit de ne pas être d'accord avec ça. J'ai relevé quelques citations dans votre ouvrage, notamment celle d'Emmanuel Berle, qui disait « L'histoire de France est, pour les Français, un énorme magasin de rancune ». Et c'est vrai que ça, c'est très français. On adore détester notre histoire. Vous parlez aussi de grande offensive de lapidation collective qui nous attend. Donc là, encore en référence à l'offensive, on va dire néo-progressiste contre Napoléon et contre l'histoire en général, d'ailleurs, contre l'histoire telle qu'elle s'est faite, ouais. Parce que il constate à quel point ça ne correspond pas à la vision du monde qu'ils se sont fixés. Et vous parlez aussi, donc là je vous cite toujours, d'un universalisme en peau de lapin réduit à ses travers ou à des crimes que nous aurions tous commis par descendance. Et c'est là où vous dites précisément que vos ancêtres ne sont pas coupables de l'esclavage, ils ont vu la mer que très tard. Mais effectivement, c'est difficile, je pense, parce que certes, on n'est pas coupable par descendance, mais puisqu'on en est à peut-être pas honorer, mais à commémorer en tant que nation un homme, un régime, etc., est-ce qu'on n'endosse pas de fait, quand même, ce qu'il a fait ? Écoutez, de toute façon, on est bien forcé de l'endosser parce que tout est napoléonien dans notre pays. Oui. Hein, voilà. Alors donc, si en fait il doit être rejeté en bloc, il faut rejeter notre société, il faut rejeter nos institutions, il faut. C'est Emmanuel Macron qui le disait. Napoléon est une part de nous. Hein, voilà. Alors oui. Donc, est-ce qu'on doit renoncer à cette part de nous ? Il faut la regarder, bien sûr, les yeux ouverts. Les sujets qui ont été soulevés sont des sujets sérieux, sont des sujets qu'il faut
étudiés, mais qui le sont déjà. C'est-à-dire que ce qu'on nous rabâche sans arrêt, c'est qu'on a mis des choses sous le tapis, comme c'est l'expression favorite aujourd'hui, mais c'est absolument faux. C'est-à-dire que les gens qui disent que nous avons caché, enfin que les historiens de Napoléon ont caché des choses, ne les ont pas étudiées, etc., mentent parce qu'ils sont ignorants. Ça a été étudié, mais c'est vrai que... Alors, on va dire que ce sont peut-être des choses sur lesquelles on va peut-être pas s'apesantir, parce que c'est pas le plus agréable à mentionner, à rappeler, à remuer. Alors pour formuler la question autrement, est-ce que vous comprenez qu'une personne antillaise, noire de peau, puisse se sentir quand même mal à l'aise par rapport aux commémorations de Napoléon. Non seulement je le comprends, mais je l'ai dit à de multiples reprises, il y a dans le passé napoléonien de notre pays un certain nombre de blessures mémorielles, on va dire, qui doivent être prises en compte, qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit ni moquer ni minimiser. Simplement, on peut malheureusement rien y faire 200 ans après, sinon essayer d'en discuter, essayer de prendre en compte dans nos études historiques cette partie de mémoire blessée, ce que j'ai d'ailleurs toujours fait dans tous les ouvrages généraux que j'ai publiés. J'ai des chapitres sur les opérations coloniales, l'esclavage, etc. Bon, donc je veux dire, moi de ce côté-là, je me sens parfaitement à l'aise pour aller discuter avec mes collègues ou avec les gens qui ont un intérêt pour l'histoire, aux Antilles, dans l'océan Indien, etc. Simplement, ce que j'ai toujours voulu dire, c'est que cette décision malheureuse, que Napoléon d'ailleurs lui-même a regrettée à plusieurs reprises, cette décision malheureuse n'est pas la seule décision qui a été prise sous le Consulat et l'Empire. Je veux dire, il n'y a pas un seul de nos régimes politiques qui n'a pas commis ce que nous considérons aujourd'hui comme de graves erreurs, voire même des crimes. Mais ceci étant dit, l'historien, lui, il n'est pas là pour aller tirer les oreilles à Napoléon, quoi, hein. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer. Et en même temps, essayer de remettre les choses dans leur contexte, qui n'est pas un contexte facile à comprendre, qui mérite un tout petit peu d'effort. Et je pense que, en plus, dans les conférences que je tiens, dans les rencontres que j'ai souvent la question sur l'esclavage. Pas toujours posée par des Antillais ou des gens d'origine africaine, mais souvent. Et j'essaie de discuter avec eux. Moi, je ne suis pas le représentant de Napoléon sur Terre. En revanche, j'ai un métier qui fait que si j'ai un tout petit peu d'ambition et un peu d'amour pour ma matière, je ne peux pas laisser dire les choses n'importe comment, dans le mauvais sens, et puis être puni moi-même par mon sujet d'étude. On va vous reprocher, parce que vous dites que vous n'êtes pas le représentant de Napoléon sur Terre, mais les gens vous prennent parfois pour son représentant, et donc vous reprochent, ils détruisent un homme de paille en quelque sorte. Oui. Bon, alors écoutez, ça, c'est vrai, alors ça m'est pas arrivé quand même très souvent, mais enfin peut-être trop souvent. Une fois ou deux, là, vous faisiez allusion à un passage à la mairie de Paris où les gens saluaient votre courage d'être venu. Oui, voilà, oui, c'est ça. À la mairie de Paris, en présence d'Antillais qui n'ont pas manqué de vous houspiller. Oui, voilà. Alors ça a été double d'ailleurs, parce que j'en ai à la fin de cet épisode un peu houleux, j'ai rencontré des tas de gens qui sont venus me voir en disant, écoutez, nous on n'est pas comme ça, on veut bien discuter avec vous, enfin, etc. Puis vous nous avez dit des choses qui nous ont intéressés. Je veux dire, je pense par exemple à nos compatriotes guadeloupéens qui en ce moment, ils ont d'autres problèmes en ce moment, mais enfin il faut quand même reconnaître que l'armée métropolitaine s'est très très mal comportée en Guadeloupe, qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu le rétablissement des jeux du cirque, que les révoltés guadeloupéens qui ont fini par se suicider collectivement étaient des gens tout à fait admirables, qui se battaient pour leurs idées. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que on sait que ça a eu lieu, on étudie les conditions dans lesquelles ça a eu lieu, on essaie de voir pourquoi ça a eu lieu, et c'est ça notre travail. Mais je pense que c'est ça qui est complexe. Alors, puisqu'on parle justement de la Guadeloupe, des Antilles, on pourrait imaginer un rapport un peu plus neutre à Napoléon, et on va pas les obliger à l'adorer, pas plus que vous ou moi ne l'adorons pas particulièrement, mais
Mais en même temps, dans sa propre époque, Napoléon s'est créé des ennemis à mort, au sens propre du terme. Et donc, c'est vrai que c'est tentant pour les gens d'entretenir le souvenir et de se sentir plus proche d'eux que de celui qui intentionnellement ou pas, directement ou pas, à des degrés divers, leur a fait énormément de mal. Oui, mais écoutez, moi, ça ne me gêne absolument pas. Ouais. Je suis tout à fait prêt à enfin, même pas tout à fait prêt, je le comprends, je l'admets, et simplement, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il y a une possibilité de dialogue, je souhaite que ce dialogue ait lieu, non pas d'égal à égal, c'est pas le mot que j'utiliserai, mais enfin, ait lieu avec la même méthode. C'est-à-dire que moi, je vais venir leur parler d'histoire, et eux vont me parler, je sais pas, du prix des denrées dans les supermarchés, etc. C'est ça dont ils me parlent en fait. C'est-à-dire que Napoléon est un peu un cache-sexe pour d'autres objectifs. Alors. Dans le champ politique, dans le champ sociétal, etc. Moi, je veux tout à fait bien l'admettre. Simplement, si on me convoque ou si on m'invite comme historien, moi, je fais de l'histoire, si vous voulez. Donc, partant de là, j'essaie d'expliquer, après que les gens en fassent ce qu'ils veulent. Simplement, je peux pas tolérer non plus en permanence de me faire cracher dessus, insulter, etc. Vous savez, le Nouvel Obs, je crois, m'a traité de réactionnaire rance. Moi, bon, d'abord rance, je sais pas pourquoi. Mais je veux dire, je leur ai rien fait à ces gens-là. J'ai simplement développé ma matière. Je suis intervenu dans le débat public parce qu'on m'avait invité, et donc je me suis pas dérobé. Et par conséquent, je vois pas pourquoi je devrais accepter des insultes, etc. Moi, tous ces gens qui invoquent sans cesse la République, la République, la République, je veux dire, sont eux qui ne sont pas républicains, parce que je rappelle que la République est aussi fondée sur la Déclaration des droits de l'homme. Son article 10 et son article 11 qui me donnent une liberté de m'exprimer dès lors que je ne trouble pas l'ordre public, ce qui ne m'a pas semblé être le cas. Alors, j'aurais peut-être même dû commencer par là quand j'ai évoqué la question du rétablissement de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez justement, puisqu'on en est à faire l'effort de contextualiser les choses, nous dire d'abord dans quelles conditions il avait été aboli dans un premier temps et dans quelles conditions il a été rétabli et pour quels effets et ce qu'en a pensé lui-même, Napoléon, notamment à la fin de sa vie. Alors, l'esclavage a été aboli par la Convention nationale en 1794, dans une espèce de soirée de générosité, comme il y en a eu beaucoup dans les assemblées révolutionnaires, mais sans prévoir les conséquences que ça pourrait avoir. D'abord, pour abolir réellement l'esclavage, il fallait avoir les moyens de le faire sur le terrain. Ça n'était pas le cas, par exemple, dans toutes les îles de l'océan Indien, où l'esclavage n'a jamais été aboli. Alors qu'aux Antilles, il y avait dans le même temps des révoltes d'esclaves ou de métis qui faisaient que, au fond, on était un petit peu au pied du mur. Et bien que la Convention nationale ait souhaité conserver ses implantations coloniales, elle a ouvert pardon de le dire comme ça, mais une espèce de boîte de Pandore de désordre dans ces îles. Oui, c'était des îles qui ne vivaient que d'exportations très particulières comme la canne à sucre, etc. Et donc qui étaient fondées, enfin dont l'économie était fondée de fait sur l'esclavage. Ça, c'était un fait. C'est ça. J'imagine que ça pouvait pas bien se passer en quelque sorte. Non, si on voulait le dire froidement et dans votre langage habituel, les facteurs de production étaient comment dire, le moins cher possible, et donc l'esclavage pour la main d'œuvre était la solution qu'on avait trouvée. Ce qui est évidemment condamnable, honteux, etc. Mais l'époque ne se souciait pas de cette question. Oui, bien sûr. Alors, l'abolition a fonctionné pendant 7-8 ans. Elle n'a pas eu lieu dans les îles qui étaient contrôlées par les Anglais à l'époque, donc notamment la Martinique. Oui, c'est ça que vous rappelez, c'est qu'on va taper sur Napoléon, mais les autres n'ont pas fait mieux, ont peut-être même fait pire, déjà. Oui, évidemment, les Anglais qui ont occupé toutes les îles françaises à un moment donné, entre 1800 et 1815, n'ont jamais aboli l'esclavage nulle part. Alors, ils se vantent aujourd'hui d'avoir aboli la traite, ce qui est une réalité. En 1807, ils ont aboli la traite, mais la question était de savoir s'ils ne voulaient pas geler des concurrents économiques, notamment Cuba, notamment les îles françaises, etc. Bon, alors, Napoléon, oui, rétablit l'esclavage, oui, il rétablit le code noir, oui, il interdit les mariages mixtes, oui, il interdit aux Noirs de venir s'installer sur le territoire sans autorisation. Tout ça est vrai.
Hein. Ouais. Or, il y a un paradoxe, c'est que Napoléon, jusqu'à ce moment-là, jusqu'en 1802, il a fait exactement le contraire. C'est-à-dire que d'abord, on sait pas ce qu'il a pensé de l'abolition de 1794, mais enfin, il a aboli l'esclavage à Malte au moment de la campagne d'Égypte, il a émancipé des esclaves en Égypte. À plusieurs reprises, entre 1800 et 1802, il a déclaré, même fait des proclamations au peuple, notamment de Saint-Domingue, en leur disant « mais il n'est pas question de rétablir l'esclavage parce que nous vous avons donné une liberté et nous ne vous la reprendrons pas ». Et puis tout à coup, patatras, si je puis dire, en mai 1802, rétablissement de l'esclavage. Alors la question historique ici, c'est pourquoi ? Pourquoi cet homme se renie ? Pourquoi cet homme, au fond, trahit ses propres sentiments ? J'imagine que ça devait quand même lui coûter, sur un plan personnel, de se renier. Alors écoutez, pour autant qu'on puisse le savoir, non. Vous voyez, il faut être honnête, c'était un homme d'État qui... Donc c'était la raison d'État, voilà, si c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là... Voilà, rappelons que ça représente, le commerce colonial représente entre 10 et 15% du PIB, enfin autant qu'on puisse le savoir. Donc c'est quand même un secteur économique qui non seulement, bien sûr, donne de la prospérité aux îles, ou en tout cas à ceux qui tiennent les commandes dans les îles, mais à toute la façade atlantique et puis à l'arrière-pays. C'était un élément, ce commerce colonial était un élément essentiel du développement national sous l'Ancien Régime. Alors, au prix de l'esclavage, j'en conviens, ce qui n'est pas bien, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, alors, la réponse au pourquoi Napoléon se renie-t-il, elle est essentiellement géostratégique. D'abord, il a besoin de ces îles pour relancer le commerce. Je note au passage que la première expédition de reprise en main des colonies se fait alors que nous sommes en guerre avec l'Angleterre et que les Anglais laissent passer 250 à 300 bateaux, quand même, pour aller emmener des troupes à Saint-Domingue. Ça prouve bien qu'il y a une espèce de complicité objective entre les deux. Et puis surtout, la France possède à ce moment-là pratiquement la moitié des îles antillaises. L'Espagne possède l'autre moitié. L'Espagne possède le Mexique, la France la Louisiane, etc. Ils veulent faire du golfe du Mexique ce que Napoléon appelle un lac français. Oui. Donc c'est un projet essentiellement économique, géostratégique, qui échoue totalement. Oui, puisqu'il finira même par vendre la Louisiane. Vous nous en direz peut-être un mot d'ailleurs sur pourquoi il a vendu la Louisiane. Oui, c'est un échec absolu. L'échec colonial de Napoléon est incontestable parce que même après la paix d'Amiens, au moment où on va récupérer toutes nos colonies, on va les reperdre en moins de 5-6 ans, les Anglais reprenant pied sur toutes ces îles. Donc c'est-à-dire que y compris le rétablissement de l'esclavage, n'a pas profité au régime napoléonien, si vous voulez, puisque les îles sont immédiatement retombées sous la coupe de nos adversaires. Donc, je ne dis pas d'ailleurs que ça excuse, ça limite, ça rend la chose moins critiquable. Mais alors, il a peut-être pas profité au pays ou au régime dans son ensemble, mais je suppose qu'il a profité aux propriétaires eux-mêmes. Alors les propriétaires avaient déjà été largement expulsés au moment des révoltes des Noirs, mais les Noirs qui avaient pris le pouvoir, et par exemple le fameux Jean-Dominique Toussaint Louverture, c'était accaparé, toutes ces plantations. C'est-à-dire que après la suppression de l'esclavage en 1794, Toussaint Louverture a bien sûr appliqué l'abolition, mais il l'a remplacé par une espèce de service militaire, entre guillemets, obligatoire, c'est-à-dire qu'on devait aller travailler gratuitement dans les plantations. Ça ressemble quand même, sur le plan du statut, à ce qu'était l'esclavage. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, à la différence près peut-être qu'il y a plus de revente possible, il n'y a plus cette notion de bien meuble. Mais dans la réalité des faits, c'est effectivement, vous dites, ça change pas beaucoup la vie pour les personnes et d'abord, concernées. Et puis ces guerres coloniales, elles sont aussi des guerres, on va dire, intra-ethniques. Enfin, le mot est vraiment vilain, mais on constate par exemple qu'au moment de la reprise en main, il y a des bataillons noirs dans l'armée métropolitaine. Que les métis sont plutôt du côté des métropolitains parce qu'ils ont été opprimés par les Noirs pendant la période précédente. Donc c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui mérite, alors là pour le coup vraiment qu'on se penche dessus. Il y a des tas d'historiens qui travaillent là-dessus, y compris aux Antilles, dans les universités antillaises, et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. On a rencontré pendant toutes ces polémiques la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en train de se mettre en place, mais il est évident qu'il va falloir qu'on discute avec eux et qu'on travaille avec eux. C'est un sujet qui a fait irruption dans l'histoire napoléonienne dans les années 1950, parce que c'était l'époque de la décolonisation, etc., qui est très prégnant depuis une trentaine d'années. Étudions ce sujet. Alors, autre sujet qui fait polémique et sur lequel vous revenez, ce sont les millions de morts des guerres napoléoniennes.
quelle est l'attaque qui est faite envers Napoléon sur ce sujet-là, et de quelle manière est-ce que vous y répondez, ce qui nous obligera peut-être à revenir rapidement quand même sur le contexte de ces guerres, parce que l'idée reçue qu'on a, et moi-même d'ailleurs c'est l'idée reçue que j'en avais en tout cas jusque-là, c'était que on était allé, nous la France en quelque sorte, on était allé s'occuper des affaires de toute l'Europe qui ne nous avaient rien demandé. En fait, là encore, c'est plus complexe. Alors dites-nous ce qui s'est passé. Oui, c'est plus complexe, c'est complexe comme la vie, je vais dire. Oui, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, etc. Et la traditionnelle justification qui dit que la France révolutionnaire est en but à l'Europe des rois, etc., n'a qu'une valeur annexe dans ce sujet. On est dans un contexte géopolitique qui a commencé, on va dire, pour la France à l'époque de François Ier, qui est de savoir quelle va être la puissance prépondérante sur le continent. Ouais. Voilà. Alors ça a été longtemps l'Espagne, ça a été l'Autriche, et là c'est le tour de la France, on va dire, depuis le règne de Louis XIV. Et Napoléon est l'héritier de cette politique de prépondérance, de recherche de la prépondérance, et il va être le dernier à essayer de la mettre en œuvre, parce que mais c'est le seul qui aurait eu une chance de le faire. On peut bêtement d'ailleurs donner des dates. La grande coalition de l'ensemble de l'Europe contre Napoléon, elle a lieu en 1813, fin 1813. Donc ça veut dire que pendant 14 ans à peu près, l'Europe s'est fort bien accommodée de l'interventionnisme, de l'hégémonie française. Jusqu'à 1813, qu'est-ce qu'on est allé faire dans le reste de l'Europe finalement? Alors, c'est pas comme si on n'avait pas suffisamment de problèmes en France après la période révolutionnaire. Oui. C'est même quasiment la raison d'être de Napoléon, de son ascension au pouvoir, même si j'en reparlerai un peu plus loin, mais il rétablit l'ordre, il redonne une direction au pays qui ne s'en trouvait plus, qui avait peut-être changé trop vite, trop fort, etc. Qu'est-ce qu'on va faire dans le reste de l'Europe? Écoutez, d'abord, jusqu'en 1807, ce sont des guerres d'héritage. Héritage de la Révolution, héritage des vieux conflits du XVIIIe siècle. Napoléon ne déclenche aucune des guerres qui ont lieu jusqu'en 1807. Il fait simplement, il se défend, on va dire, pour simplifier les choses. Après 1807, c'est autre chose. Napoléon a tout gagné. Si c'était arrêté en 1807, peut-être que son régime se serait installé, etc. Mais il continue. Il continue en intervenant en Espagne alors qu'il n'a rien à y faire. L'Espagne est un satellite de la France, il n'y avait pas besoin d'aller y prendre le pouvoir. Il va continuer avec l'invasion de la Russie dont les causes sont très 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 compliquées, donc on n'aura probablement pas le temps d'en parler. Et voilà, c'est-à-dire que à partir de 1807, il n'a plus de barrage, on va dire, diplomatique. Il a juste son imagination qui le guide. Il n'a plus tellement de conseillers non plus qui peuvent le contrer, et ainsi de suite. Ceci étant dit, pendant 13 ans, il a des alliés. Il a des alliés qui se disent « Mon Dieu, mais si je m'allie avec l'ogre, je vais en retirer des avantages. » Et c'est le cas de l'Espagne très longtemps, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas à un moment de la Russie, même si, contrairement à ce qu'on croit, l'accord de Tilsit de 1807 n'est pas un grand accord d'amitié. C'est avec la Russie, on ne sait jamais trop, j'ai l'impression. C'est jamais très franc. Oui, puis le vainqueur Napoléon a imposé au vaincu, Alexandre Ier, un traité de paix inacceptable pour les Russes, dès le début. Et l'erreur de Napoléon, c'est de ne pas l'avoir compris, c'est de ne pas avoir assoupli sa politique à cet égard. Mais sur le reste, on est en présence des vieilles rivalités européennes qui ont un siècle et demi. Alors, Napoléon, dans tout ça, il est un tout petit peu plus habile que les autres sur le plan militaire, il dispose d'un outil militaire beaucoup plus perfectionné que ses prédécesseurs, et donc il en profite à plein. Alors, et il dépasse à un moment donné, mais c'est après 1807-1808, il dépasse les objectifs de la diplomatie française. Mais la base, c'est-à-dire tout ce qui arrive jusqu'en 1807, est totalement dans la ligne de la vieille politique extérieure, des Bourbons, de la Révolution, et donc de Napoléon aussi. Oui, en fait, est-ce qu'on pourrait dire qu'il se retrouve avec un si grand territoire contrôlé plus ou moins directement selon les endroits, parce qu'il a simplement trop réussi en se défendant, en quelque sorte Oui, et puis il faut reconnaître aussi que les adversaires de la France ont été très très divisés.
C'est-à-dire que, comme je vous le disais, 14 ans avant de se coaliser, ça veut dire que pendant 14 ans, ils ne se sont pas mis d'accord. Et donc, Napoléon, il peut battre tout le monde un après l'autre. Hein. Le problème va être après de donner des compensations, d'avoir une vraie diplomatie, peut-être pas d'égal à égal, parce que la diplomatie, c'est toujours du fort au faible, mais voilà, ça, c'est ce qui a manqué à Napoléon, c'est, le sens de jusqu'où aller, quoi. Hein. Et est-ce qu'il a pu croire à un moment, pour autant qu'on le sache, que l'Europe allait justement se satisfaire, enfin s'accommoder en tout cas d'une domination française, y compris des peuples qui avaient une histoire qui leur était propre. Je dis ça parce que vous revenez plusieurs fois dans votre ouvrage sur l'importance pour un peuple d'avoir une histoire sans forcément en être prisonnier, mais en tout cas de ne pas venir de nulle part. Est-ce que justement c'est pas utopique toujours quand on va conquérir des endroits qui ne sont pas peuplés de Français, qui sont peuplés de peuples très, très différents, même lorsqu'ils sont européens? Est-ce que c'est pas une perdu d'avance de croire qu'ils vont pouvoir accepter une domination, même indirecte, même légère? Mais écoutez, Durosel disait déjà tout empire périra. Allez lire Paix et guerre entre les nations de Raymond Aron. La leçon de l'histoire, c'est que ça ne fonctionne jamais. Mais ceci étant dit, vous avez toujours eu Charles Quint, Louis XIV, Napoléon, l'Empire allemand ensuite, des gens qui ont cru que ça pourrait marcher. Et il y a un moment de leur progression où en effet, il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent. Et ce sont leurs propres erreurs, c'est leur propre pas de trop qui fait que ils finissent par chuter. Mais cette réunion de l'Europe qui s'est faite jusqu'en 1945 de cette façon-là, c'est-à-dire avec une puissance dominante qui essaie d'imposer sa volonté aux autres, eh bien, elle se retrouve aussi, cette difficulté se retrouve aussi dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on néglige les identités nationales, les peuples et les nations, et finalement, le système se conduit lui-même à sa perte parce qu'il y a un moment où il ne sait plus qui il est, où il ne sait plus où il va et où il ne sait plus les limites que lui-même s'est fixé. Donc voilà, c'est au fond, mais c'est ça qui fait la beauté, si je puis dire, d'observation évidemment, de la vie diplomatique, des difficultés entre les nations, et la guerre en moins. Aujourd'hui, on constate à peu près les mêmes lignes géopolitiques que celles qu'on constatait il y a un siècle et demi. L'Angleterre est toujours adversaire de l'union du continent. La Russie veut toujours apparaître comme étant un pays européen et on le lui refuse toujours de façon aussi systématique, etc., etc. Voilà, c'est aussi... l'histoire nous montre aussi que tout n'a pas été inventé le jour de notre naissance et que la vie du monde, elle n'est pas faite de petits nounours, de bougies qu'on fait brûler au pied des statues, mais elle est faite aussi de réalités, de rapports de force. Et à force de l'oublier, on finit par promouvoir des politiques étrangères qui sont d'une naïveté et surtout d'une inefficacité absolue. D'accord. Pour terminer peut-être sur, entre guillemets, le procès Napoléon, après c'est promis, je vous embête plus avec ça, sur son style d'exercice du pouvoir, alors je pense que vous refusez le terme de dictateur, mais est-ce qu'on peut dire par exemple que c'était un tyran au sens où les révolutionnaires entendaient ce qu'était un tyran, ou peut-être, au mieux, un despote éclairé ? Alors écoutez, je pense ni l'un ni l'autre. C'est un type de gouvernement qui, au fond, est un type de gouvernement toujours un petit peu cherché par le peuple français, et ce qui montre aussi qu'il a dans l'histoire une forme de cohérence. C'est ce que Jean Tullard avait appelé le mythe du sauveur, c'est-à-dire on appelle un homme à un moment difficile de notre histoire. Alors soit il nous a imposé par l'hérédité, c'est le cas de Louis XIV, soit on l'appelle, c'est le cas de Napoléon, c'est le cas de De Gaulle, c'est le cas de Clémenceau. C'est aussi le cas du maréchal Pétain en 1940. Voilà. Et par conséquent, on fait confiance à cet homme-là et on le laisse évoluer. Alors, je dirais que le mode d'exercice de pouvoir de Napoléon est un mode autoritaire, mais probablement pas dictatorial.
nos auditeurs seront surpris d'apprendre qu'il existe des tas de pouvoirs d'empêcher, comme on dit. Napoléon ne fait pas ce qu'il veut. Et il est dans un état de droit, c'est les prémices de l'état de droit, et on a par exemple dans la correspondance de Cambacérès 10, 15, 20 lettres dans lesquelles Cambacérès lui dit non, vous ne pouvez pas faire ça parce que la Constitution et la loi vous l'interdisent. Donc il y a déjà des garde-fous idéologiques parce que Napoléon est un homme de la Révolution et pour lui il n'y a rien au-dessus de la loi. Bon. Partant de là, c'est vrai qu'il a une certaine liberté d'action, que les oppositions, mais sont comme toutes les oppositions, elles se planquent quand il est fort. Et elles sortent quand il est faible. Je veux dire, c'est même, comment dire, la moindre des choses. On va pas. Les opposants sont rarement des gens qui ont envie de se suicider. Ils veulent plutôt contrer le pouvoir qu'ils contestent. Donc voilà. Alors que Napoléon ait pris des mesures autoritaires. Aucun doute, qu'il ait durci la législation, notamment la législation pénale dans un certain nombre de domaines, bien sûr, qu'il ait instauré une centralisation, évidemment, mais c'est une centralisation qui n'avait pas comme objectif de militariser la France. C'était l'objectif. Vous dites que c'est notamment pour contrer le droit féodal et tout le désordre qu'il avait pu laisser bien sûr. Par ses rémanences, en quelque sorte. Oui, et surtout achever ce que la Révolution avait voulu faire, c'est l'unité nationale. Oui. Rappelons-nous que l'Ancien Régime était un régime, on va dire, très lâche au niveau institutionnel, c'est-à-dire qu'on avait des circonscriptions qui se chevauchaient, on avait des compétences pas bien montrées, le pouvoir central, même si c'est beaucoup renforcé depuis Louis XIV, était quand même encore, contesté par le local. La Révolution française a voulu unifier tout ça. Découpage des départements uniformes, loi unique pour tout le monde, cour de cassation pour tout le monde, enfin, etc. Oui, puis même jusqu'au système de mesure, enfin, toute cette grande œuvre de la première révolution, celle que les gens n'aiment pas trop. Mais voilà, pourtant... et là, Napoléon est un homme de son temps, un homme des Lumières, il poursuit ça, et on peut dire quand même que la centralisation française a assuré l'unité nationale. Maintenant, il faut réfléchir à savoir si une décentralisation échevelée ne détruirait pas cette unité nationale. Dans votre livre, vous rappelez que c'est un peu inutile, un peu futile d'essayer de faire de la psychologie de Napoléon pour comprendre ce qu'il a fait par la suite. Mais moi, il y a quand même une chose qui me fascine dans son parcours, ce sont ses origines. Parce que donc Napoléon est corse, ça personne ne l'ignore, mais... Ce qui m'étonne, c'est toujours de voir que Napoléon est finalement très tôt, même dans sa carrière, tellement attaché à la destinée de la France, alors que lui-même est en Corse, et à une époque en plus où sans Internet, sans téléphone, etc., c'est quand même une vie, j'imagine qu'on a même du mal à imaginer, ça doit être quand même très coupé du continent. Et surtout... où en est la Corse à ce moment-là ? Parce que j'ai l'impression qu'on se l'est un peu revendu entre Gênes, la France, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que Napoléon se sent français, aime la France ? Est-ce que réellement le pouvoir de l'époque, à l'époque de la jeunesse de Napoléon, avait une véritable assise en Corse ? Ou est-ce que c'était quand même une sorte de frontière qui vivait un peu sa vie ? Non, alors, donc la Corse devient française, enfin, pour simplifier, en 1768. Napoléon naît un an plus tard. Donc, il est né sous le régime français. Dans une famille qui s'est rapprochée des Français, ils ont été paoliste pendant un certain temps, et puis Charles Bonaparte, le père, a bien compris que pour faire réussir ses enfants, c'est un tout jeune homme à ce moment-là, il faut se rapprocher du régime français. Donc Napoléon baigne dans sa petite enfance, dans cette famille qui voudrait intégrer la petite noblesse française, puisque la noblesse des Bonaparte a été reconnue, mais comme celle de 60 ou 70 familles en Corse. On dit toujours, les Bonaparte ont couru après leur anoblissement. Oui, mais tout le monde a couru après son anoblissement parce que c'était la condition pour réussir. C'était la condition pour réussir, voilà. Et puis Napoléon part sur le continent, et Napoléon ne revient pas en Corse pendant toutes ces années d'adolescence, c'est-à-dire ces années de formation sont des années françaises. Napoléon est d'éducation française. Incontestablement. Et quand il revient en Corse juste avant la Révolution, il a perdu le contact avec cette île. Et d'ailleurs, toutes les erreurs qu'il commet pendant la Révolution corse, alors que son frère Joseph, qui lui était resté en Corse, lui explique que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, lui, il applique
les solutions à la fois des Lumières, les solutions françaises, puis les solutions de la première révolution, hein, donc qui sont complètement inadaptées à un monde politique qui est très éclaté en Corse, hein, et qui est traversé aussi par les clans, par les rancunes, par les intérêts personnels et ainsi de suite. Je veux dire, quand on fait de la révolution corse quelque chose de généreux, d'absolument universel, etc., on exagère un petit peu. Et quand je dis qu'on exagère, c'est une litote. C'est un moment extrêmement confus. Pascal Paoli, qui revient en Corse après avoir passé 20 ans en Angleterre avec une pension considérable du gouvernement britannique, ne sait même plus ce qu'est la Corse. En fait, la lutte, c'est la lutte de la génération du dessous. C'est-à-dire les Pozzo di Borgo, les Bonaparte de l'autre côté, les Salicetti, etc. Ça, il faut le voir aussi. Ouais, donc là encore, c'est d'une affreuse complexité, quoi. C'est-à-dire vous avez des rivalités très corso-corse, en quelque sorte, sur lesquelles nous, on projette des choses plus hautes. Oui, puis il y a non, alors nous si vous voulez, c'est la même chose que sur le continent, c'est-à-dire que par exemple la vente des biens nationaux fait l'objet de spéculations absolument qu'on trouverait aujourd'hui complètement scandaleuses, et qui ajoute une nouvelle ligne de fracture, parce que un tel voulait avoir tel terrain, il l'a pas eu parce qu'on a trafiqué les choses avec les municipalités, mais ça se passait exactement de la même façon sur le continent, ce qui fait que il y a bien sûr une lutte pour le pouvoir, mais c'est un pouvoir à la fois un peu politique, mais c'est surtout un pouvoir économique et un pouvoir social dans l'île. Et ensuite, le Napoléon qui fait la révolution, pour autant qu'on puisse le savoir, à quel point est-ce qu'il adhère aux idéaux de la Révolution ? Parce qu'on le classe traditionnellement avec les montagnards, on sait qu'il a été proche des Jacobins, mais est-ce qu'il a réellement changé d'idée au fil de l'eau, en quelque sorte, ou est-ce qu'il suit la Révolution parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là, et qu'en plus c'est sa rampe de lancement personnelle, mais qu'au fond, le vrai Napoléon, ça a toujours été celui qu'on verra au début du 19e siècle ? Oui, alors j'allais dire les 2 ou les 3 ou les 4, mon général, hein, c'est-à-dire que Napoléon, au début de la Révolution, il a 20 ans. Hein. Ouais. Il a 20 ans, il a pas d'expérience autre que de savoir tirer au canon et puis faire de la manœuvre militaire. Et il adhère relativement à la Révolution de 89 dans le style d'aller vers une monarchie constitutionnelle. Je crois que c'est ça plutôt ses vraies idées politiques. Et puis après, il y a l'éveil de l'ambition, il y a l'éveil des places qui vont se libérer, et puis le propre réseau de Napoléon, qui est effectivement un réseau jacobin. Salicetti, l'ancien député de Corse, qui est son soutien principal, mais Augustin Robespierre aussi, Barras, etc. Et au fond, son cheminement est assez identique à celui de Barras, parce que un révolutionnaire de 89, terroriste patenté, puis finalement il fait chuter Robespierre, il prend le pouvoir et il devient modéré. Bon, c'est un petit peu le cheminement suivi par Napoléon, mais qui n'est pas, ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, on peut pas demander à quelqu'un de 20 ans d'avoir ses idées de 40 ans. Bien sûr. C'est les opportunités, les rencontres, les places à prendre qui font que il va tout doucement revenir vers les idées modérées des Lumières, on va dire, auxquelles il adhère, alors là, sans aucun problème, hein, jusqu'à Sainte-Hélène, il vous parle de ça. Alors, les Lumières étant quelque chose de très mélangé, dans lequel on prend un peu de Rousseau, un peu de Voltaire, un peu de Diderot, etc., il est l'archétype de l'homme des Lumières. Et à quel point est-ce qu'il est lui-même influencé par par les grands hommes, entre guillemets, du passé ? Parce qu'on le compare, et lui, je ne sais pas si lui-même se compare par exemple à César, à Alexandre ou d'autres, mais dans quelle mesure est-ce qu'il aime se comparer à ses prédécesseurs ? Est-ce qu'il a quelques modèles en particulier ? Et dans quelle mesure est-ce que ça l'influence ? Voilà. Oui, alors ça l'influence comme ça influence toute la société à l'époque, dans ce sens que c'est l'Antiquité qui il est imprégné d'antiquité. Voilà. Les hommes de cette époque, il faut comprendre, ne considèrent pas l'Antiquité comme une référence, mais ils se considèrent eux-mêmes comme des antiques. C'est-à-dire que c'est véritablement quelque chose qui les habite. Leur culture est antique. On parle
je dirais pas couramment, mais enfin on parle latin, on lit les textes en latin, on est véritablement tourné vers cette antiquité dont les grands hommes sont évidemment Jules César, Dioclétien, etc. Et Napoléon s'identifie assez souvent à ces bâtisseurs, comme il le dit lui-même, et au moment où il va être empereur, son personnage de référence va être plutôt Charlemagne, dans le sens où son empire d'Occident ressemble un petit peu à l'empire de Charlemagne, mais ça va même très très loin, parce qu'il y a même des avis du Conseil d'État qui sont donnés en se fondant sur les règles de Charlemagne, en disant, comme Charlemagne, votre prédécesseur, vous avez le droit de, quoi, hein, voilà. Donc par exemple, Napoléon fait peu de références à Louis XIV, à François Ier, à Louis XII, etc. C'est véritablement ces références, elles remontent beaucoup plus loin dans l'Antiquité, même s'il dit de Clovis au comité de salut public, j'assume tout, il assume quand même beaucoup les racines antiques profondes de la société de cette époque. D'accord. Est-ce que vous pensez que si Napoléon n'avait pas franchi le pas de se faire empereur, s'il n'avait pas eu cette ambition monarchique, est-ce qu'il aurait mieux réussi tout en ayant l'opportunité de réaliser son projet de réformateur, de conquérant et de tout ce que vous voulez? Alors, évidemment, on peut le penser, mais on ne le saura jamais. Ce qu'il faut quand même toujours bien comprendre, c'est qu'en dehors de l'hubris de Napoléon, il y a aussi l'époque. Hein. C'est une époque qui est monarchique. Il y a une grande république au monde, ce sont les États-Unis, mais bon... Oui, c'est un cas très particulier, oui, bien sûr. Un cas très particulier, avec une espèce de monarque républicain, etc. Partout ailleurs, on est sur des monarchies héréditaires. Donc, à la fois pour Napoléon, c'est presque normal d'aller vers la monarchie héréditaire, et c'est presque aussi normal pour la société. Hein. Les gens il y a pas de républicain en 1804. Hein. Pour les Français de cette époque, la République, c'est la terreur. Donc, évidemment, ils n'ont pas envie de retomber là-dedans. Ouais. Et puis, n'oublions pas non plus que les gens qui avaient 20 ans en 1789, ils en ont 30 au moment du consulat, ils en ont 35 au moment de l'Empire. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas connu autre chose que la monarchie traditionnelle et cette république sanglante qui a été l'époque de la Convention. Donc, partant de là, il n'y a pas de levée de bouclier contre l'Empire. On a publié à la Fondation Napoléon, il y a une vingtaine d'années, les débats au Sénat sur la proclamation de l'Empire. Alors, on dit toujours, oui, il n'y a eu qu'une seule opposition, bon, etc. C'est vrai qu'il y en a un qui dit, non, moi je voterai non parce que je suis contre, etc. Tous les autres disent, moi je vais voter oui. Simplement, il faut voir leurs discours d'explication de vote qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire, d'abord, on va faire un empire comme les Romains avaient fait un empire. Hein, ouais. Et puis ensuite, on va faire un empire conditionnel. C'est-à-dire, on veut bien vous nommer empereur, mais vous devez respecter la liberté, l'égalité, les lois religieuses, et patati et patata. C'est-à-dire qu'on lui dit, oui, faites un empire, mais c'est un empire conditionnel. Et d'ailleurs, le serment qu'il prête au moment de son couronnement, c'est le serment de respecter la Révolution. Hein, la Révolution de 89, 100 ans. Hein. Donc lui, en tout cas, il a bien compris cet aspect, enfin cette nécessité de faire la synthèse entre l'ancien et le nouveau. Alors, ce qui l'amène à un certain nombre de contradictions, mais qui sont nécessaires. Je vous cite simplement, parce que j'ai relevé ce passage. Il fut plus l'homme des synthèses essentielles, ce qui était déjà énorme, qu'un pur novateur. On ne s'étonnera donc pas qu'il apparaisse insaisissable et même paradoxal, tâtant de la légitimation divine, tout en se proclamant représentant de la nation, revendiquant sa filiation révolutionnaire, mais cherchant à se voir reconnaître comme un père par les monarques européens, parlant de liberté mais bâillonnant les oppositions, se posant en émancipateur des nations mais négligeant leur peuple, prônant l'égalité mais multipliant les corps intermédiaires, ressuscitant les formules de la royauté traditionnelle tout en conservant le meilleur de la révolution, reconnaissant la souveraineté du peuple mais réduisant ses modes d'expression, etc. Je pense que tout est résumé dans ce passage. Et c'est ce qui rend l'époque du consulat et de l'Empire passionnante. Or, le personnage de Napoléon, qui est quand même lui-même assez passionnant, enfin, il nous fait nous poser des tas de questions, c'est qu'on est vraiment à une époque charnière où, en fait, il y a presque
presque deux plaques tectoniques qui commencent à se chevaucher, quoi. C'est-à-dire que... Oui, vous dites c'est une histoire du temps long, mais réduite en 25 ans. Mais c'est exactement ça. Quand on pense que peu avant la Révolution française, on était encore sous un régime littéralement féodal, en quelque sorte. Et que après Napoléon, on est déjà dans la Révolution industrielle, quoi, quasiment. Oui. Là c'est quand même pour le coup une vraie révolution. Hein. C'est-à-dire que on change de monde. On change de monde. Simplement, au moment où Napoléon arrive au pouvoir, on n'a pas encore complètement changé de monde. Et lui va se dire, au fond, entre deux parties de la France qui se font la guerre, est-ce que je ne peux pas trouver une voie médiane ? Et au fond, alors même si sur le plan extérieur, il y aurait beaucoup à dire sur l'échec, sur le plan intérieur, il réussit parfaitement. En 1810, il n'y a quasiment plus d'opposition. Il y a même un historien américain qui a appelé ça la fin de la politique. Parce que les royalistes se rallient, les républicains ont tous voulu avoir des postes, et il y en a très très peu qui restent en dehors. Le seul connu qui reste un peu en dehors, c'est Lafayette, mais Lafayette, comment dire, il n'y a pas plus modéré que Lafayette, quoi. Enfin, je veux dire, bon, il n'y a pas plus modéré, plus imbécile que Lafayette, je dirais, mais on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi je dis ça. Et donc voilà, on est à un moment de réconciliation nationale. C'est un réconciliateur, Napoléon, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où il serait plutôt un diviseur, mais là, c'est un véritable réconciliateur. Puis en plus, si vous voulez, c'est quand même, au moment de son arrivée au pouvoir, la France est en guerre avec une quinzaine de pays, il y a une guerre civile à l'intérieur, il y a la guerre religieuse, il y a une instabilité sociale, monétaire, économique qui est énorme. On ne résout pas tous ces problèmes en moins de 10 ans sans utiliser de temps en temps des méthodes qui bousculent. Finalement, voilà, lorsqu'on regarde l'ensemble des problèmes, on se dit qu'il en a quand même résolu pas mal. Enfin, quand je dis résolu, en tout cas, il a établi un certain ordre qui est ce qu'il est. Voilà, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà. Mais... Et je pense qu'avec un autre que lui, le régime aurait été sanglant. Or, le régime napoléonien n'est pas sanglant. Il n'a pas été particulièrement sanglant. Il y a deux exécutions purement politique pendant les 15 années. Une, c'est le duc d'Enghien, on va dire, et puis l'autre, c'est le libraire Palm en Allemagne, qui avait tenté de soulever la population allemande contre la Grande Armée. Mais sinon, le reste, je dis toujours, ça agace. Les anglo-saxons viennent toujours nous donner des leçons là-dessus. Il faut voir qu'à l'époque, sur les 15 années, il y a deux fois plus d'exécutions capitales en Angleterre qu'en France, pour un pays qui est 4 fois moins peuplé. Donc, il tue beaucoup plus. Je pense qu'il garde encore en fait cette image de la guillotine sur la place de la Révolution. Exactement. Et ça, c'est effectivement du point de vue de la communication, si j'ose cet anachronisme, c'est forcément que c'est une image qui reste plus que les gibets de Londres ou de la banlieue de Londres. Une question tout à fait stupide, mais que je vous pose puisque vous mentionnez le duc d'Enghien. Si vous étiez conventionnel en 1793, est-ce que vous votez la mort de Louis XVI ? Je n'en sais rien. Franchement, vous avez eu raison sur le qualificatif de votre question. La question est stupide. Non, mais je vais vous expliquer le sens de ma question. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on n'est pas obligé à l'époque de voter la mort du roi parce que précisément c'est la réelle politique. On est obligé de brûler ses navires pour. Et c'est la même chose avec le duc d'Enghien. Oui, voilà, c'est de la même manière. C'est pour ça que je n'ai jamais compris ce reproche qu'on peut faire à Napoléon d'avoir une exécution politique. C'est ça, c'est l'essence de la politique. Enfin, je veux dire. Oui, et puis, si vous voulez, même ceux qui défendent Napoléon en prenant pour argent comptant les petites anecdotes, vous savez, le chancelier le Réal ne se serait pas réveillé, Napoléon aurait voulu gracier, Joséphine se jette à ses pieds et pleure. Enfin, je veux dire, à la place de Napoléon, on faisait exactement pareil. Il a l'occasion de donner 2 messages, un aux républicains en leur disant « je suis des vôtres ». L'autre aux royalistes en disant arrêtez d'espérer la restauration, parce qu'on est en pleine proclamation de l'Empire. Et voilà, c'est qu'il est bien obligé d'asseoir son régime. Voilà, il donne des gages aux républicains qui s'opposent, notamment Fouché, au rétablissement de l'Empire, et puis en même temps, il dit, mais regardez, moi, je veux faire un empire, mais c'est pas une restauration monarchique, c'est la continuation de la Révolution. Partant de là, on tombe sur ce prince complètement connu à l'époque. On dit toujours il a découvert le duc d'Enghien. Il est cité dans 2 ou 3 rapports sur 10 de la police générale. On sait qu'il complote, on sait qu'il le dit, il l'écrit, il le déclare, que dès que la guerre reprendra, il entrera en France et fera la peau au régime consulaire.
Je veux dire, bon... Oui, il a tendu la main, quoi. Enfin, il a tendu le cou, exactement. Voilà. Et puis, le pauvre duc qui demande à rencontrer Napoléon, etc., il a même rien compris à la situation. Ouais. Je veux dire, il aurait dû comprendre... En fait, il fait une victime facile. Mais voilà, dès le début, il aurait dû comprendre c'est le coupable parfait pour faire un exemple, quoi. Oui, exactement. Et Napoléon lui-même explique d'ailleurs que de temps en temps, c'est très machiavélien, il faut faire un exemple pour éviter en faire beaucoup plus. Oui, tout à fait. Je vous pose une dernière question à propos du contexte dans lequel vous exercez votre métier d'historien. Parce que dans votre livre, qui je rappelle, est assez personnel, hein, c'est pas forcément un essai d'histoire, mais c'est plutôt vos réflexions par rapport à l'ensemble de vos autres travaux d'historien sur Napoléon. Et vous critiquez cette espèce de vision désincarnée de l'histoire, une histoire globale, une histoire du temps long, une histoire apaisante, etc. Est-ce que je dois en déduire que vous réhabilitez un peu le côté histoire-bataille, histoire des grands hommes, etc. Première question. Mais autre question, est-ce que justement c'est pas cette époque un peu terne à vos yeux qui vous permet d'exercer votre métier d'historien dans des bonnes conditions? Autrement dit, si vous étiez à l'époque de Napoléon, est-ce qu'on vous aurait laissé faire des recherches sur les faits, ou est-ce qu'on n'aurait pas orienté politiquement, ou même si vous étiez aujourd'hui même dans un autre pays, peut-être en Russie ou ailleurs, est-ce que votre travail d'historien ne serait pas plus orienté, plus tenaillé? Est-ce que vous ne seriez pas moins libre? Oui, sans doute. Alors d'abord, pour répondre à la première question, moi je n'ai jamais écrit de biographie de Napoléon. Alors j'ai fait un dictionnaire biographique sur Napoléon, il y a assez récemment, mais voilà. Donc l'homme m'intéresse évidemment, mais l'homme m'intéresse comme étant l'acteur de cette époque passionnante que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Et je ne suis pas un partisan de l'histoire bataille, encore qu'elle soit parfois très distrayante, et que, comme disait François Furet, on a aussi le droit de s'amuser quand on est historien. On peut pas lui enlever son côté distrayant. Voilà. C'est difficile de s'intéresser, je trouve, à l'histoire sans pouvoir y introduire un côté humain. Bien sûr. En revanche, moi je crois profondément à l'influence des hommes, et voire des grands hommes sur l'histoire, parce qu'au fond, ils sont des déclencheurs, des accélérateurs, ils ne provoquent pas les phénomènes sociaux, mais enfin, n'empêche qu'ils leur permettent d'éclore à tout point de vue. Je veux dire, que ce soit pour le bien, en ce qui concerne Napoléon, ou pour le mal, en ce qui concerne Staline ou Adolf Hitler. Ouais. Donc voilà, je dirais que moi, je ne revendique rien, je ne suis pas un théoricien de l'histoire, je ne suis pas quelqu'un qui veut imposer des choses aux autres, je fais mon travail comme je l'entends, et c'est vrai que jusqu'à présent, on a été assez libre de le faire, et quand on voit effectivement, vous l'avez signalé, ce qui se passe en Russie en ce moment, en dépit de tout le bien qu'on peut penser de la Russie, du peuple russe, de l'histoire russe, etc., on ne peut que s'inquiéter de voir ça. Mais je dirais aussi que la tendance à vouloir nous mettre dans des cases, puis deux, nous empêcher d'en sortir, elle est quand même nette, y compris dans un pays de liberté et démocratique comme le nôtre. Vous savez, les critiques qui sont adressées, les quasi-insultes qui sont adressées à des historiens, les interdictions d'intervenir sont certes pour le moment assez bien circonscrites en France, mais si on y prend garde, on y aura droit aussi un jour ou l'autre. Et puis je dis toujours, on critique par exemple le régime napoléonien qui a un petit peu rectifié les classiques. Vous savez, quand il y avait un vers dans Racine qui ne plaisait pas à l'empereur, on le changeait, etc. Et on trouve ça mais scandaleux, vous savez. Et pendant ce temps-là, on change la fin de Carmen. Oui, pendant ce temps-là, on interdit à des acteurs blancs de jouer des noirs, et on oblige les théâtres à faire de la diversité. On recrute maintenant les musiciens non plus en fonction de leur qualité musicale, mais en fonction de leur couleur de peau. Si vous voulez, je veux bien qu'on me donne des leçons, mais sûrement pas au nom de l'époque actuelle. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et votre dernier livre, ce n'est pas pour Napoléon. Vous avez sorti quelque chose entre-temps. C'est un livre qui s'appelle Napoléon, la biographie inattendue, que j'ai écrit avec Fanny Farieux, qui est une dessinatrice géniale, qui caricature, qui fait des faux dessins de presse de l'époque de Napoléon. Et donc ça vient de sortir. Parce que là, je vois la couverture, je vois Napoléon qui fait une bouche en cul de poule.
là, un duckface et qui se prend en selfie avec son smartphone. Donc bon, oui, je pense que mais si vous voulez, alors, ça doit être intéressant. Juste sur cette image-là, Ouais, c'est en même temps, il y a quelque chose d'historique sur cette image, parce que en fait, le dessin est reproduit à l'intérieur avec, comme légende, Napoléon a attendu son sacre pour changer son profil Facebook. Bon. Et en fait, ça permet de dire au texte qui accompagne que Napoléon n'est pas empereur par son sacre, il est empereur par le vote du Sénat le 18 mai 1804. Donc il est déjà empereur depuis longtemps au moment où il est sacré. Mais il a attendu d'avoir son beau costume d'empereur pour changer sa photo de profil sur Facebook. Voilà. Et il y a d'autres choses. Enfin, ceux qui connaissent pas mal l'histoire napoléonienne vont évidemment repérer immédiatement les clins d'œil que fait Fanny Farieux dans ses dessins. Et puis les autres, ils pourront simplement rigoler par les situations. Oui, en tout cas, la forme est intéressante et inattendue. Voilà, on s'est dit, Napoléon n'a pas connu le dessin de presse. En plus, la personne de Napoléon, il n'était pas drôle. Hein, Napoléon, oui, c'est ce que vous rappelez dans votre livre. Il était un peu triste. On n'a pas un seul mot d'humour de Napoléon. Enfin, ça n'existe pas. Il y a des mots méchants par rapport à des gens, mais il n'y a pas de mots d'humour gratuit. Alors que Clémenceau, De Gaulle, oui, tout ça, voilà, c'est Churchill, bien sûr, tous. On en fait des livres entiers avec Napoléon. Si on faisait l'humour napoléonien, on aurait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui. Voilà. Ce serait écologique au moins. Voilà. Merci encore, Thierry Lenz. Merci à vous, Pierre. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, Thierry Lenz est probablement le personnage le plus fameux pour l'instant que j'ai eu l'occasion de recevoir à ce micro. Comme d'habitude, vous retrouverez les références des sujets dont nous avons discuté dans la description de l'épisode. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous, ça aide beaucoup l'émission. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.